bonsoir à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 35. Je suis Guillaume, votre présentateur pour le podcast et chroniqueur sur la chaîne WWE Fan France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le psychologue de la chaîne, Louis. Bonsoir Louis. Bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien et je suis content pour être là ce soir aujourd'hui. En l'occurrence, ce soir pour nous. Et enfin, l'homme qui représente le sel ce soir, j'ai nommé Axel. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle édition du podcast où nous allons encore une fois aborder de nombreux sujets. Et cette semaine au sommaire, on parle d'une promo critiquée d'un barbu bientôt de retour et des turns. On débattra sur John Cena ainsi que notre top 5 de la semaine qui portera sur les ceintures favorites. Et pour finir, nous répondrons aux questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. On se retrouve. Et donc cette semaine, aux news, on va commencer par le retour d'un ancien de la Wyatt Family. On en a parlé dès le début de l'année. On vous avait dit qu'on garderait au courant sur ce qui arriverait à Luke Harper. Sachez qu'il devrait normalement bientôt revenir d'ici quelques semaines, dans le mois d'après ce que j'ai lu. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et peut-être un retour d'un Wyatt Family s'il va à SmackDown ou une carrière solo plus prononcée à Raw. Qu'est-ce que vous en pensez? Louis. En tout cas, je suis content qu'il soit bientôt de retour. C'est vrai que ça va faire quand même, ça va faire depuis quand même pas mal de temps. Je sais pas depuis quand il est blessé, mais bon, ça va faire quand même longtemps qu'on l'a pas vu. C'est bien, ça, c'est cool. Après, tout va dépendre comment il va être booké. Moi, j'ai vraiment peur qu'il le remette avec Rowan, parce que bien sûr, on me dit Rowan, il dépend de lui, mais voilà, c'est Harper, ça le gâche tout s'il reste à Rowan. Mais après, je pense que le mieux justement, c'est que il lie Wyatt avec Rowan et Harper, comme ça remet la Wyatt Family sur la forme basique en quelque sorte depuis leur début, et ce sera cool et ça sera mieux déjà pour la crédibilité de chacun, surtout pour Rowan. Mais après, voilà, écoutez, je suis content. Il avait tourné dans un film en plus, j'ai vu. Mais sinon, sympa pour lui. C'est vrai qu'il avait peur d'être viré aussi, parce que c'est vrai que comme tous les mid-carders qui sont blessés pendant un certain temps, ils ont peur de se faire virer. Voilà. Et donc, eh ben, écoutez, c'est pas le cas apparemment. Il est bientôt de retour et c'est vraiment bien. Et donc Axel. Alors c'est une très bonne nouvelle que d'apprendre que Luke Harper sera prochainement de retour parce qu'il y avait de nombreuses rumeurs, il y avait même des tweets assez bizarres de sa part où on se demandait même s'il allait revenir un jour ou s'il n'avait pas vraiment arrêté sa carrière de catcheur. Et au final non, donc c'est assez rassurant je trouve parce que moi j'apprécie vraiment beaucoup ce catcheur, que ce soit dans la Wyatt Family ou même en solo, je trouve qu'il est très bon dans un ring. Mis à part son look, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, mais bon après ça va très bien avec son personnage dans la Il est Wyatt bien son Family. look. Je trouve pas en solo. En solo, je préférais qu'il opte pour un autre look, mais dans la Wyatt Family, il doit garder ce look. Et vu qu'il navigue un peu entre les deux, voilà, vaut mieux qu'il garde ce look, c'est pas gênant en soi. Sinon, maintenant, pour où il va se diriger, j'aimerais beaucoup le revoir en solo, que ce soit pour une chance pour le titre des États-Unis, pour le titre intercontinental, voilà, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais maintenant, si on veut vraiment être objectif et enfin essayer d'être objectif et voilà sauver un petit peu le show du côté de SmackDown, il faudrait le mettre en équipe avec Rowan parce que ça ferait une tag team en plus. Les tag teams sont pas énormément riches du côté de SmackDown, même si on a déjà une bonne petite division, mais ça ferait toujours une équipe de plus. Et surtout Rowan quoi, Rowan tout seul c'est pas possible. Rowan s'il n'a pas Luke Harper à ses côtés ou Bray Wyatt, il n'est rien Rowan. Vous mettez un match en pay-per-view avec Rowan qui affronte n'importe quel lutteur. C'est clairement pas une tête d'affiche. C'est clairement pas un match que les gens voudront voir. Donc malheureusement pour lui, Rowan, son catch est pas extraordinaire. Son look non plus. Ce qui fait que le pauvre Rowan, tout seul en solo, on a du mal à se rappeler de lui. Donc vaut mieux qu'il soit en équipe avec Luke Harper, même si je serais content de voir Luke Harper en solo. Je préfère qu'il soit en équipe, qu'il nous forme une bonne tag team, que Rowan survive. Voilà. Donc je les verrai bien du côté de SmackDown. Je pense que Braun Strowman du côté de Raw, il peut rester tout seul. Voilà, il continue ses squash toutes les semaines, c'est très bien. Et voilà, Luke Harper, Eric Rowan en tag team à SmackDown, ça me semble bien. Pour ma part, Luke Harper est un lutteur que j'apprécie énormément. C'est un très bon catcheur, même si pas mal le sous-estime. Son run en solo a prouvé à beaucoup de monde que c'était un très bon catcheur et qu'il pouvait survivre en dehors de la Wyatt Family. Donc
pour son retour, je vois pas, j'espère pas le retrouver en équipe avec Rowan à SmackDown. Je préférais le voir à Raw en débattre avec des Sami Zayn, des Kevin Owens, même si dans le main event en ce moment, avec des Chris Jericho, avec des bons matchs en solo. Même si dans le futur, il pourrait y avoir un run à SmackDown avec avec un roster un peu plus conséquent, surtout avec un run en solo. Mais en tout cas, je pense que Luke Harper pourrait être très bon en tant que superstar individuel. Et j'ai pas vraiment envie de le retrouver en tag team, même si c'est pour partir pour les titres. La dernière fois, ça n'a pas très bien marché. Et son équipe a coulé avec Rowan. Donc je préfère encore le retrouver peut-être au run intercontinental ou des États-Unis à Raw. Des choses à rajouter, peut-être vous le reverriez dans le futur avec Wyatt ou autre. Euh, Moi, c'est ce que après, ça serait bien parce que à la fois ça s'avérait pour Rowan. Après, bien sûr, s'il venait à refaire une carrière solo, moi, je suis vraiment partant pour. Et puis son style, que ce soit en solo ou avec ses potes, je m'en fous. C'est honnêtement, je le trouve pas si choquant que ça. Et même solo, justement, ça lui donne un côté plus. On arrive plus à le différencier. Et j'aime beaucoup mieux. J'aime beaucoup. Je préfère plutôt. Je vais y arriver. Je préfère honnêtement limite qu'il serait solo. Après, c'est vrai que Rowan reste quand même vraiment quelque chose, quelqu'un qui dépend vraiment de son partenaire, comme un peu Enzo Amore. Hein. Il dépend beaucoup de Big Cass et c'est à cause de ça quoi. Mais voilà, c'est la seule façon. Moi, honnêtement, les War Tag Team me branchent vraiment pas du tout. J'aurais préféré limite si on les remettait ensemble de mettre Wyatt à côté. Voilà. Bah moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que s'ils reviennent en équipe, enfin si Luke Harper vient du côté de SmackDown justement, ils seront très probablement en équipe je pense. Je les vois pas en mode Wyatt Family comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire un clan à 3, parce que bah tout simplement je vois pas d'autres clans à mettre en face pour le moment. S'il y en a qui se créent à l'avenir, pourquoi pas. Mais enfin voilà, je vois pas Luke Harper et Eric Rowan être manager de Bray Wyatt pendant des mois et des mois alors qu'ils pourraient faire clairement mieux dans la division par équipe. Donc je pense vraiment qu'ils vont se détacher de Bray Wyatt et entrer dans la division par équipe de SmackDown quoi. Et voilà, qui remporte enfin ses titres par équipe parce que je pense qu'il les mérite. Même si on n'est pas fan de Rowan, Rowan en équipe avec Harper, voilà, ça fait des bons matchs quand même. Luke Harper est bon dans un ring, Rowan arrive à être sauvé lorsque Harper est là, ils arrivent à faire des bonnes choses ensemble, donc c'est pas un problème. Donc moi au contraire, j'espère les voir en équipe. D'accord. Euh, Du coup, on va passer à la deuxième news de la semaine. C'est une news qui, vous l'avez probablement vu à Raw et à SmackDown, c'est deux turns qui ont pas mal retenti dans l'univers du catch, notamment un en particulier qui s'est fait plus ou moins la semaine dernière, c'est celui de Rollins. C'est beaucoup parlent d'un face turn et je pense pour ma part que c'est bel et bien un face turn, mais c'est pas vraiment confirmé. Donc je voulais quand même avoir vos avis sur est-ce que c'est bel et bien un face turn, est-ce que pour vous c'est sûr et certain, et quel est le futur pour Rollins au sein du ressort de Raw, Axel. Est-ce que c'est un face turn? Je pense que oui également, mais comme tu l'as dit, c'est pas encore confirmé. Enfin, en tout cas, dans les dark matchs qu'il y a eu dans les derniers shows, Rollins a toujours fait équipe avec des catcheurs heel, donc on ne sait pas encore. Ça va se confirmer dans les semaines à venir. Lors du dernier pardon, segment de Raw avec comment ils ont appelé ça déjà, le Kevin Owens Show, je crois. Enfin, l'opener de Raw, quoi. J'ai pas non plus réussi à déterminer s'il était vraiment face ou pas. C'était vraiment très flou. Même parfois, j'ai eu l'impression que c'était Kevin Owens qui jouait le face. Enfin bref, c'est très difficile à déterminer. Mais je pense quand même que l'intervention de Triple H. Franchement, j'ai vraiment du mal. Hein. Stephanie McMahon, Mick Foley, pareil. Mick Foley joue le rôle du face, Stephanie joue un peu plus le rôle du heel. Triple H, on sait pas trop ce qu'il est non plus. C'est très très flou. Franchement, je pense que jusqu'à Clash of Champions, on sera toujours aussi flou du point de vue de qui est heel, qui est face. Et on en saura un petit peu plus après Clash of Champions, je pense. Mais là, pour l'instant, moi, j'arrive vraiment pas à déterminer où en sont chacun. Ah bah alors moi c'est justement ce qui fait vraiment le gros charme d'Euro et il y en a pas beaucoup hein, mais ce qui fait vraiment son charme c'est justement le gimmick de Rollins
le gimmick de Wentz. Enfin, sur celui-ci de Rollins, on ne sait pas en fait. Il a un double turn en quelque sorte. Il est face et heel à la fois, parce que à la fois il fait équipe avec des heels à des dark matchs. On l'a vu serrer la main à Zayn. Alors je crois que c'était un WWE Live, il me semble. Enfin voilà quoi, ça marche comme ça. Je pense que justement il n'a pas une gimmick assez particulière et c'est ça qui est bien. On ne sait pas s'il est face, ni face ni heel, mais par contre quelque chose qui pourrait faire pencher qu'il soit resté en heel, c'est d'avoir mis Reigns dans le Triple Six match, peut-être parce que justement c'était deux heels contre l'un contre l'autre et Reigns aurait été le seul petit gentil dedans, donc il fallait le mettre dedans. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Après, on va pas en reparler, on en reparlera pour la preview de Clash of Champions, qui n'est pas un avis vraiment respectable d'avoir mis Reigns dans ce Triple Swiss, surtout pour Rusev, où on le trouve plus du coup à cause de ça. Je trouve ça vraiment une grosse connerie, mais bon. Excusez-moi du mot, mais on en reparlera la prochaine fois. Mais en tout cas, oui, il n'a pas vraiment une gimmick particulière, enfin une gimmick, pas vraiment un sens, quoi. Il est ni heel ni face, et c'est justement qui est bien. Pareil pour Triple H, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Et puis même dans le côté de Stéphanie et Foley, ça reste quand même assez tabou entre les deux, parce qu'on ne sait pas. Parce que à la fois Stéphanie exclut Rollins le suspend, le suspend pendant le suspend, je sais pas pendant combien de temps, mais elle le suspend à Raw. Et puis t'as Foley qui sauve Rollins. Donc du coup là, on sait vraiment pas, on est dans un cercle vicieux, on sait pas qui est face, on sait pas ce qui est heel. Voilà, Foley qui aide Rollins, qui reste quand même assez surprenant. Enfin bref, voilà, c'est vraiment que des trucs comme ça. Et voilà, c'est ce qui nous met vraiment dans le doute, et c'est ce qui met aussi qu'il n'y a pas vraiment un sens particulier. Un sens particulier au niveau du heel et du face. Et ça peut refaire penser aussi à tout ce qui s'est passé avec la WCW, justement quand c'était l'époque où c'était justement contre la WWE, où justement elle était vraiment, elle était beaucoup plus impressionnante justement grâce à ces sortes de matchs, quoi. C'était pas le gentil contre le méchant, c'était beaucoup plus travaillé. Et là, ça fait à peu près la même chose. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est possible. Mais voilà, on se retrouve un peu dans cet univers-là et c'est ça que j'aime bien. Alors, je vais juste intervenir rapidement, après je te donne la parole Guillaume, juste pour rajouter un petit truc que j'ai oublié. On en a parlé il y a pas longtemps, je crois, je sais plus si c'est dans le dernier podcast ou celui d'avant, mais on nous avait posé la question est-ce qu'on voyait Rollins passer face prochainement? Et on avait tous répondu que bah c'est pas impossible, mais que si ça se faisait, ça allait être difficile parce que Rollins était arrivé vraiment en statut de top heel et que si ça se ferait, ça prendrait du temps parce que justement, bah voilà, il était tellement puissant en heel que pour lui faire un face turn, c'était vraiment compliqué. Et du coup, bah, on a exactement la situation qui se produit là. C'est-à-dire que, à mon avis, le face turn est en cours, mais ils l'ont pas directement mis face parce que c'est tellement difficile, quoi. Il peut pas, voilà, en une soirée comme ça devenir gentil, c'est pas possible. Du coup, je pense qu'ils vont prolonger ça un maximum. Et Rollins, de semaine en semaine, va commencer à avoir des comportements de face petit à petit. Mais je pense que voilà, ils veulent un petit peu nous le faire digérer entre guillemets et donc bah, l'étaler un peu sur la longueur pour qu'il devienne face, de plus en plus face. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que après Clash of Champions, on aura vraiment un Rollins qui sera arrivé en top face. Voilà. C'est une possibilité, mais perso, Seth Rollins en face, c'est quelque chose que j'ai envie de voir depuis pas mal de temps. Je pense qu'il peut réellement avoir une stature de main event en tant que face et notamment de visage de la compagnie. C'est quelqu'un, je pense, qui peut très bien jouer le face. Du peu qu'on en a vu dans le Shield, c'était très appréciable et je pense vraiment qu'ils peuvent pas le manipuler, mais le modeler un peu à la façon de WWE afin d'en faire ce que Vince veut vraiment ou Triple H ou peu importe qui aura la compagnie d'ici 5 ou 10 ans. Et je pense que Seth Rollins c'est vraiment un bon choix en tant que face dans le futur. Mais avec un Kevin Owens en tant que top heel, il faut un bon face en face. Et je pense que c'est le bon moment pour Rollins de turn. Euh, mais à côté, c'est vraiment un très bon heel. J'ai rien à dire Et il y là-dessus. a J'ai Reigns aucun à côté. il y a Reigns, mais Reigns, ils vont le garder en tant que face. Et c'est le problème. On rêve du heel turn de Reigns, mais c'est comme le heel turn de Cena. On l'aura jamais. Et je pense vraiment que Rollins est un très très bon heel, un des meilleurs de ces dernières années. Vraiment quelqu'un que tu peux aisément détester.
Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec Kevin Owens. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour lui de faire un face turn et peut-être de le retrouver en tant que heel dans quelques années, une fois qu'il aura épuisé son petit temps de face. Mais un bon run en tant que champion face pourrait être très bénéfique pour lui et pour la WWE. Des choses à rajouter ou Non, je pense ça fait qu'on a tout. tout dit. Bah, on pourrait parler des Usos, non? Exactement, on va parler d'un autre turn qui s'est fait cette semaine, enfin mardi dernier à SmackDown. C'est le heel turn des Usos, les Usos qui ont tourné heel sur les American Alpha, les rayant ainsi de la liste des compétiteurs pour le titre tag team de SmackDown. Et ils ont enfin fait un heel turn. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont heel depuis 6 ans. Ils avaient Ah oui, débuté à oui. WWE en tant que heel et depuis leur face turn en 2010, ils avaient été face tout du long. Donc je voulais connaître vos avis sur le heel turn assez surprenant des Usos qui est venu un peu de nulle part. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment sauver leur carrière qui commençait un petit peu à décliner et donner vos avis sur les jumeaux? Louis. Bah, moi, je suis vraiment content parce que c'est quand même une équipe qui a dominé un peu le circuit des tag teams pendant quelques années. Maintenant, on pourrait plutôt parler des New Day, mais enfin bref. Et là, voilà, c'est vrai qu'on les avait perdus de vue, ils devenaient vraiment lassants, très chiants, honnêtement. C'était un peu le cas, quoi. Voilà, on avait trop l'habitude et c'était très vite bah, très lassant. Et justement, là, ce turn, ça va remettre un rafraîchissement déjà pour le roster de SmackDown, qui auront des heals en plus. Et en plus, les Usos revoir en heal, ça va être vraiment bien parce que moi, les Usos en 2010, 2010, ouais, quand ils étaient en heal, c'est quelque chose qui avait vraiment beaucoup marché. Enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait Tamina avec en plus. Alors, je vous dis pas, c'était vraiment le trio gagnant. Et c'est vrai que là, les avoir remis en heal, c'est vrai qu'on s'y attendait. Moi, je m'y attendais pas du tout, perso. Mais écoutez, pourquoi pas. En plus, ça va donner une bouchée d'air frais. En plus, du coup, nous donner encore plus de contenu parce que c'est vrai qu'il manquait. Je crois qu'il y avait des équipes en moins en heal. Et là, on en a un peu plus du coup, et c'est cool quoi. Et puis les prises et tout ça, je pense que ça va rester du même, mais ce sera plus un circuit assez heal, un peu plus agressif. Et c'est ça ce que je veux aimer avec les Usos, parce que c'est vrai que quand ils étaient agressifs, plus ou moins agressifs avant, c'était bien. Et là, on va le retrouver. Il faut remettre Tamina. Il faut remettre Tamina avec eux. Non, bon, en tout cas, voilà, ils font vraiment maintenant plus méchants. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment une vraie gueule de méchants. En plus, ils peuvent vraiment faire les méchants et il faut en profiter quoi. Moi je demande qu'à voir parce qu'on a perdu l'habitude et je pense que oui ça va faire vraiment des très bons heals et j'espère qu'ils vont rester quand même maximum de temps comme ça. Axel. Pour ma part, bah, tout simplement, c'est pour cette raison par exemple que j'aime beaucoup SmackDown. C'est que on avait une vision par équipe où moi le premier, quand j'ai vu le match, enfin le tournoi pour Backlash, je savais déjà quels seront les finalistes. Pour moi, dans ma tête, c'était American Alpha, vu comment ils teasaient et comment ils étaient mis en avant. C'était sûr qu'ils allaient être dans la finale du tournoi pour Backlash. Et en face, je mettais Slater et Rhino parce que voilà, c'était l'équipe du moment qui faisait rire. Slater fait beaucoup parler. Donc bref, c'était deux équipes face, mais ils allaient bien ensemble pour la finale, je trouve. Et là, et bah, grande surprise à SmackDown, on se disait justement, oh bah tiens c'est bizarre, tous les finalistes sont face, c'est un choix étonnant de la part de la WWE. Et là voilà, bah, sur le coup je dois avouer quand même, j'ai pas été énormément surpris parce que enfin je le voyais un peu venir quand même. De la façon dont s'est déroulé le match, je me doutais qu'il allait y avoir un après-match. J'ai eu un petit peu peur au début parce que vu comment ça s'est déroulé, j'ai cru qu'ils allaient s'embrouiller entre eux et qu'on allait entamer une rivalité de Jimmy contre Jay. Et là, ça aurait été une catastrophe et j'aurais vraiment pas du tout aimé. Mais là, par contre, le heel turn des Usos, ils n'ont jamais été heel de mémoire, je ne crois pas. Si, ils ont Bah commencé si, Ah, en 2010 contre la Hard Dynasty avec Tamina à leur côté, c'était ouais. la bonne mémoire. j'ai Et ouais. aucun souvenir de ça, donc la preuve que ça m'a pas marqué. Mais en tout cas, même si je m'en souviens pas, je ne me souviens pas si c'était vraiment bien ou pas quand ils étaient heel. Enfin bref, je m'en Oui, fiche un c'était peu. bien.
Mais j'en avais tellement marre des Usos, enfin c'est pas la première fois que je les critiquais dans les previews, reviews, etc. Dès qu'ils ont un match, voilà, moi j'en ai vraiment marre de les voir en face quoi. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes moves. Bon je pense que ça va pas changer, mais rien que le fait qu'ils changent d'attitude, qu'ils aient une attitude de heel, je pense que ça va quand même un petit peu influencer leur in-ring. Et du coup, ils vont peut-être moins me lasser et je vais peut-être plus les apprécier. En tout cas, j'ai hâte d'être à Backlash pour voir ce qu'ils vont nous proposer en tant que heel. Parce que bah, si vous nous dites 2010, ça fait quand même 6 ans qu'on les a pas vus heel. Donc c'est quand même très très long. Donc j'espère vraiment que ça va changer. Ça nous rajoute, comme l'a dit Guillaume, des équipes heel du côté de SmackDown. C'est Louis qui l'a dit, mais c'est pas grave. Et c'est vrai qu'on en manquait. Donc c'est toujours une bonne chose. Donc j'attends de voir Backlash maintenant. Mais je suis vraiment surpris et content de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown. Petit bonus, juste avant de laisser Guillaume parler. D'ailleurs, la musique qu'avaient les Ouzo quand ils étaient îles a été juste trop classe. Voilà, c'est tout. Je m'en souviens pas non plus. Aucun souvenir de ça par contre. Bouh. Mais pardon. Oh, oh non! Quelle Non mais du coup, répartie. les Usos, j'étais assez surpris par leur éditeur si on m'avait pas spoilé sur Skype. Je suis con, j'ai ouvert Skype. Mais je pense que ça peut vraiment rafraîchir leur caractère en tant qu'équipe à SmackDown. Ils n'auraient pas fonctionné en équipe solo. On avait déjà parlé, je crois, dans un ancien podcast, dans une ancienne review. Mais on avait dit que globalement, en tant que superstar solo, ça marcherait pas entre eux. Ils les ont pas séparés. C'était un bon choix, mais ils devaient les tourner heel parce que depuis quelques temps déjà, ils commençaient un peu à subir ce que Roman Reigns commence subit en ce moment. C'est-à-dire qu'on en avait un peu marre d'eux, euh, notamment juste parce que c'est les cousins de Roman et que pendant les longues rivalités qu'ils ont eues avec lui contre Wyatt et autres, ça a commencé un petit peu à faire décliner leur réputation et je pense que c'était vraiment un bon moment pour faire un heel turn avec cette nouvelle brand. Je pense qu'ils peuvent vraiment très bien s'adapter à cette situation et avoir un très bon run dans, dans l'équipe de SmackDown. Peut-être déboucher sur un titre. J'aimerais vraiment voir une rivalité pour le titre avec les Usos et les American Alpha. Euh, Normalement, Backlash sera passé d'ici à ce que vous regardiez ce podcast. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont gagner les titres à Backlash. Je parie gros, mais je pense que ça va être Slater et Rhino. Mais non, les Usos et American Alpha peuvent vraiment faire une très bonne rivalité dans les prochains mois et j'ai hâte de voir la suite. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière news de la semaine qui porte sur Sasha Banks et sa promo à Raw. Sasha Banks, donc, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé Raw, bien évidemment, qu'elle a eu j'allais dire petite promo, mais une petite promo qui a duré une dizaine de minutes, me semble-t-il, sur laquelle elle teasait un petit peu une retraite, comme à la façon de Mark Henry l'a fait en 2013, me semble-t-il. Help. Non, non, personne pour m'aider, d'accord. Ouais, on se sent soutenu, c'est très appréciable ici, en tout cas. Voyez-nous le Euh, côté soudé entre nous. voilà, toujours très très soudé, il faut toujours se soutenir, se serrer les coudes, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, elle a fait une promo dans laquelle elle disait que tout a une fin, qu'elle a eu une bonne carrière jusqu'ici. Tout ça pour dire après, en fait, non, je reviens à Clash of Champions pour te botter le cul. Pour ma part, c'est une promo que j'ai bien appréciée, même si je n'en vois pas le but final parce que on avait eu un retour de Bayley, enfin des débuts de Bayley et que bon, je pense qu'on aurait pu attendre pour avoir Sasha Banks. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Je voulais connaître le vôtre sur cette promo qui a été apparemment assez critiquée backstage et que Sasha Banks aura eu pas mal de regards de travers suite à cette promo. Axel. Déjà pour commencer, est-ce que vous avez... Enfin, c'était quoi sa blessure en fait? Parce que j'ai pas suivi du tout les news et je comprends rien en fait. En gros, sa blessure, depuis quelques temps, elle avait déjà des soucis au dos et le plan était de lui faire perdre le titre à SummerSlam, prétextant Charlotte qui l'aurait blessée et pour la mettre à la retraite. Enfin,
pour l'écarter des rings quelques semaines et revenir chercher le titre par la suite. Donc sa blessure c'était genre un peu à la Cesaro des hématomes sur le dos mais qui commençait vraiment à faire souffrir. Donc c'était quand même un work alors, d'après ce que je comprends. Ils ont quand même joué là-dessus, non? C'était un work mais ils ont préféré jouer la sécurité, la mettre l'écarter des rings quelques Et semaines. elle n'est pas prévue pour s'absenter dans les mois à venir. Normalement non. D'accord, ok. Bah cette promo, moi je l'ai appréciée justement. Au cas où vous ne le savez pas, il y a Tamio qui participe à la chaîne régulièrement sur le WWR et dans les preview reviews et qui est un très grand fan de Sasha Banks si vous ne le savez pas. Et quand Sasha Banks a annoncé sur Twitter qu'elle aurait une grande annonce à faire sur Twitter, euh, encore très logique ce que je viens de dire, bah Tamio lui s'est déjà inquiété, il s'est dit ça y est, elle part à la retraite direct. Et c'est vrai que son message laissait vraiment penser à ça. Et donc bah, quand elle est arrivée sur le ring lors de Raw et qu'elle a commencé son speech en mode je vais prendre ma retraite, j'ai trouvé ça vraiment énormément bien joué parce qu'on y croyait. Je pense que Tamio également y a cru d'ailleurs. Elle jouait très bien et moi j'aime beaucoup ça. Et au final, bah, le match de Clash of Champions, on s'y attend tellement pas qu'en fait. On peut critiquer le fait qu'on ait eu Bailey qui semblait vouloir prétendre un match de championnat pour Clash of Champions et qu'au final c'est Sasha Banks. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un petit peu fouillis et c'est pas très très cohérent. Mais n'empêche que le retour de Sasha Banks, qui annonce entre guillemets sa retraite, Dana Brooke qui intervient, qui s'en prend une, et au final, Sasha Banks qui prend le micro et qui dit je ne m'en vais pas, je reviens juste pour te botter le cul à Clash of Champions. Et ben je trouve que c'est voilà, c'est tellement imprévisible et moi encore une fois c'est ce que j'aime à la WWE. J'aime être surpris, là ça a été clairement le cas. C'est un match que j'attendais pas du tout dans la carte de Clash of Champions, donc moi je suis satisfait. Mis à part encore une fois bah, le booking avec Bailey des semaines précédentes qui dans le coup bah, n'a pas vraiment de sens. Mais bon Bailey je pense que c'est qu'une question de temps, elle aura sa chance dans les prochaines semaines. Moi, je vais juste intervenir. Le gros problème, justement, donc, je vais juste avant parler du truc de Sacha Banks, qui est juste parfait. Voilà, la scène de comédie est extrêmement bien jouée. Moi, j'y ai cru aussi. Dès qu'on a vu Dana Brooke, on s'est dit, c'est bon, elle va revenir sur le ring, ça c'est sûr. Sinon, Dana Brooke viendrait pas. Euh, et là, ça c'est cool, quoi. Honnêtement, ça c'est là où on voit que la WWE, avec cette nouvelle ère, a vraiment innové au niveau scénario, quoi. Maintenant, ils veulent vraiment te faire pousser à croire quelque chose. Et ça, de souvenir, on ne nous avait jamais fait un coup comme ça, une annonce de retraite pour pas la retraite, quoi. Voilà, vraiment, comme quoi elle allait vraiment y préparer. Et c'est là où on voit que vraiment la WWE a vraiment gère ces temps-ci vraiment bien tout ce qui est scénario. Et là, il y a rien à dire, quoi. Le match, je l'attends beaucoup et en plus là, ça va être du 50-50 parce qu'il serait capable de refaire gagner Sasha Banks. Pourquoi pas? Il serait aussi capable de laisser Charlotte champion. Le problème, c'est que avec Bayley, c'est génial, mais le problème, c'est justement le Raw. Le problème avec Raw, c'est que bah il y a que le titre qui resteront en avant et sinon toutes les women's autour servent à rien. Enfin, Nia Jax elle est toujours contre des euh, des local Jobbeuse, competitors, voilà, des jobbers. des voilà. Alicia Fox, disparue des radars, on la voit plus. Summer Rae, disparue des radars, on la voit plus. Il y en a d'autres aussi, hein. Tamina, je crois. Et Tamina, disparue des radars, on la voit plus. Euh, enfin bref, voilà quoi. Et il serait, voilà, Nia Jax, Bailey, ce serait tellement beau à voir. Il serait capable, il pourrait nous le mettre, quoi. Ça, c'est un match qui peut vendre. Et le problème, c'est qu'ils nous le font pas, quoi. Mais deux matchs, tu nous mets Sasha Banks avec Charlotte et tu nous mets Nia Jax avec Bailey. Là, voilà, quoi. Là, je suis d'accord. Là, je serais partant. Et il ne le faut pas parce que Nia Jax, elle reste trop longtemps. Et c'est là où on voit que Raw a vraiment du mal avec elle parce qu'ils savent pas quoi lui faire en finale. Et Bailey, elle arrive. Elle montre vraiment qu'en quoi elle va être championne et finalement elle est pas, s'allie avec le New Day. Enfin bref, enfin s'allie avec le New Day, elle a un match avec le New Day. C'est très confus. Alors soit c'est très confus pour à la fois ça soit bien construit, ce que je doute vraiment fortement, soit c'est vraiment quelque chose de vraiment trop brouillon et qu'on soit totalement perdu. Le problème c'est ça. Et j'ai peur qu'avec SmackDown ça le fasse quand le titre va arriver, que justement ça tourne que avec le titre et après tous les trucs à côté, enfin toutes les women's à côté ne soient pas mises en avant. Et c'est là où franchement ce serait vraiment dommage.
Mais sinon, à part ça, juste pour revenir à Sasha Banks, parfait quoi. Là, elle nous démontre déjà qu'elle est très bonne dans le ring et qu'elle est vraiment très bonne niveau charisme, qu'elle sait vraiment bien faire, qu'elle sait faire croire quoi. C'est surtout ça, qu'elle sait rendre naïve les gens, naïf et bravo, juste ça, bravo. Pas grand chose à rajouter. C'était une bonne promo, même si dans la finalité de la chose, je ne vois pas. Elle aurait pu se passer de faire croire à une retraite comme ça. Mais en tout cas, ça mène à un match à Clash of Champions. Euh, J'attends de voir. Je pense pas que c'était le bon choix à faire. Elle récupérera probablement son titre à Clash of Champions. Mais d'ici là, on verra s'il y a une suite. Vous le saurez lundi à Raw. Mais nous verrons la suite au prochain numéro. En tout cas, je pense qu'on a fini pour les news. Sauf si Axel a quelque chose à rajouter sur Sasha Banks. Non, non, vous avez tout dit. D'accord. Du coup, bah, on se retrouve tout de suite pour le débat de la semaine qui parle de John Cena. Et donc cette semaine au débat, une question très intéressante que nous a trouvé Louis pour débattre autour cette semaine. Pouvons-nous toujours parler de l'ère John Cena? Depuis une dizaine d'années maintenant, John Cena est le super-héros de la WWE, l'homme que l'on retrouve partout pour représenter cette compagnie qui représente tant cette chose tout de même qu'est le catch. Belle phrase. Mais en tout cas, John Cena est le visage de la WWE depuis des années et avec une défaite telle qu'il a subi à SummerSlam, et ben la question peut se poser du fait que est-ce que John Cena représente toujours la WWE et est-ce que cette ère Cena qui a commencé il y a une dizaine d'années maintenant est toujours en cours ou est-ce la fin du super-héros de la WWE? Allez-y. Alors, si ça ne dérange pas Axel, je peux commencer. Vas-y, ça me dérange pas. Alors, moi déjà, cette question, quand je l'ai trouvée, ça elle a été proposée pour la question des fans. Je me suis dit, non, on va en faire un débat parce qu'il y a le mérite d'être en débat. Et c'est une question, c'est vrai que comme Sina est quelqu'un de très critiqué et toujours aussi bien critiqué maintenant, c'est vraiment le débat qu'il va falloir et qu'il faut. Donc déjà, pour moi, l'ère Sina n'existe plus depuis mi-2014, depuis son match et son squash face à Lesnar, où il s'est fait totalement détruire. Et là, ça s'est terminé. Pas à cause du match, non. C'est à partir de ce match qu'on ne l'a presque plus vu pour les titres poids lourds. Et déjà, ça, presque, hein, attention, mais c'est déjà à partir de là où on l'a vu beaucoup moins en avant et il a beaucoup plus tourné dans le circuit mid-card. Il a été champion des États-Unis, certes, mais justement, c'est ce qui a prouvé aussi qu'à la fois Cena n'est pas non plus, ce n'est plus son ère, quoi. Ça a prouvé vraiment que Cena était revenu un peu plus bas et que il laissait un peu les titres majeurs pour les nouveaux, quoi. Et c'est là où on voit que Cena euh, n'est plus son ère, quoi. Ça n'a plus été son ère. On l'a revu à SummerSlam 2015 face à Rollins, où aussi ça a été un très bon match de Rollins. Cena n'a pas non plus fait un match extraordinaire, mais il s'est quand même pas mal débrouillé. Mais à la fois, c'est là où on dit qu'aussi c'est vrai que ce match avait vraiment déçu beaucoup de monde. Oh non, Cena, il va gagner encore. Et non, 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 Cena, honnêtement, il avait rien demandé. Il a perdu. Bon, dignement, je pense pas, parce que quand même, il s'est fait quand même frapper par un journaliste. Mais à Night of Champion, il a récupéré son titre des États-Unis sans rien dire. Il l'a perdu assez incroyablement face à Del Rio à Hell in a Cell. Enfin voilà quoi. Et ensuite après, il est resté où? On l'a plus vu pendant jusqu'à son arrivée, je sais plus quand, contre Edge Styles. Et après, il a perdu. Donc justement, non. Justement, cette défaite contre Edge Styles en rajoute beaucoup. Ce n'est plus son air, quoi. Il était passé. Et d'ailleurs, la WWE nous le marque, hein, il nous le dit que maintenant, il tourne vraiment que dans le mid-card, que quand des rivalités. Et d'ailleurs, les gens vont me sortir l'argument, oui, mais il gagne toujours beaucoup de matchs. Il gagne toujours, presque. Et c'est vrai que Cena gagne toujours. Bon, il a perdu face à Styles, ok. Mais c'est vrai qu'avant, Cena a gagné toujours, quoi. Mais il faut pas oublier aussi, c'est quelqu'un qui vend. Et à la fois, comme il a été rabaissé, enfin rabaissé niveau classe, je sais pas comment on pourrait dire, niveau niveau de sa place dans le show, il a été rabaissé et à la fois il faut pas non plus
trop le rabaisser en faisant que des défaites. Ça reste quand même l'image de la fédération, quelqu'un qui vend beaucoup, voire peut-être la personne qui vend le plus actuellement. Et justement, c'est là où on doit se dire qu'il faut pas non plus trop le rabaisser. Et ça prouve totalement que Cena, il a, euh, il a plus son air, quoi. Ce n'est plus son air. Et cette nouvelle ère, en plus, qui en traduit l'arrivée de Rollins, l'arrivée d'Owens, le Shield. Voilà, on pourrait parler de l'ère du Shield. Maintenant, je pense que ce sera cette ère-là, puisque quoi, Rollins a été champion, Reigns a été champion 3 fois, Dean Ambrose est champion. Voilà quoi, il y a rien à dire. C'est l'ère du Shield et les trois sont dans les main events. Dean Ambrose est dans le main event de SmackDown et Roman Reigns et Rollins. Bon, Roman Reigns n'est pas encore confirmé. Ah, peut-être que vous. Ah oui, ce moment où ce podcast va sortir, ça sera confirmé justement. On verra après, mais voilà, ça tourne vraiment entre les trois, quoi. Rollins au main event, Reigns sûrement au main event, entre parenthèses, mais je pense que oui, il sera dans le main event. Et Ambrose aussi, ça nous prouve totalement comme quoi c'est ces trois-là maintenant qui comptent. C'est ces trois talents que la WWE veut vraiment reposer ses pieds. Et est-ce bien ou pas bien? C'est question pour être pour un autre débat, parce que c'est vrai que des gens reprochent trop que le shit soit en avant, mais c'est vrai on reprochait que le shit soit en avant, on reprochait que Sinoa soit en avant gagner tous les titres. Là, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'en reprocher. Et puis, c'est vraiment trois marques différentes, quoi. Reigns, Rollins et Ambrose. Mais voilà, c'est vraiment sur ça que ça montre que Cena n'a plus son air, que l'air appartient au nouveau, elle appartient à Styles, elle appartient à Owens. Voilà, tous ces jeunes talents sur quoi il faut miser. Et comme le disait Axel il y a quelques podcasts auparavant, comme quoi 2015 était une année qui va vraiment développer et une année qui développe un peu ces nouvelles stars. Il y a eu Rollins, il y a eu Owens, etc. Dean Ambrose, Roman Reigns. Voilà, il a eu totalement raison sur ce coup-là. Ça montre honnêtement que maintenant ils veulent passer à autre chose. Et c'est ça qui est bien parce que on avait peur que justement Cena soit trop en avant, soit toujours cette image et puis bim, une blessure qui lui permet de plus remonter sur un ring ou même une envie en moins, quoi. Et c'est bien préparé, je trouve. C'est très intelligent parce que justement, ils nous préparent quand même à ce que Sina se prépare pour un départ. Je ne dis pas dans les mois à venir, mais dans les années qui vont suivre. Voilà, il va falloir s'y préparer, que Sina va bientôt partir à la retraite ou de la douleur, quoi. Et il nous prépare vraiment bien. Et c'est là où il voit que Sina, ils ont perdu un peu je dirais pas cet espoir, parce que c'est quand même quelqu'un, même si beaucoup de monde n'aime pas, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de la WWE et qui l'a marqué l'un des catcheurs qu'il a le plus marqué. Rien qu'avec son style, rien qu'avec son catch et tout ça, c'est juste très marquant, quoi. Et justement, la WWE nous l'a préparé et nous le prépare à se dire, eh ben Sina, c'est plus son moment, il va falloir, on met maintenant des jeunes en avant et c'est là où on voit que la WWE a vachement évolué et que je pense qu'ils écoutent quand même un petit peu leurs fans. Oui, je pense. Je suis pas naïf à ce point, mais je pense qu'ils l'écoutent quand même un minimum pour se dire que Sina a besoin aussi d'une pause et tout ça. Et si Sina venait à être champion, et oui, parce que je pense qu'il sera champion à un autre moment, parce que c'est vrai qu'il est 15 fois champion et qu'ils vont quand même lui faire battre le record de Ric Flair, ce serait pour moi normal. Et ben oui, il sera notre champion, mais ce sera pas non plus, c'est pas pour dire que ce sera son air, quoi. Il peut être champion sans parler d'air. Et il sera champion peut-être quoi, allez, 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois, allez, 1 an. Non, j'espère pas, mais ça sera dans ces alentours-là. Donc, oui, pourquoi pas, il faut le mettre champion. Moi, je suis pour qu'il le remette champion pour le faire battre du record de Ric Flair, quoi. Sinon, ça serait inutile. Et Cena le mérite. Cena le mérite, honnêtement. Même si je suis pas quelqu'un qui adore Cena, je suis même limite de me placer dans les gens qui ne l'aiment pas trop. Voilà, il a quand même vraiment, il mérite quand même ce titre, il mérite d'être le 16e, avoir 16 titres, quoi, et de battre ce record de Ric Flair. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était un débat qui m'avait pas mal interpellé parce que beaucoup de monde critiquent toujours Cena et qui disent ouais, Cena, c'est bon, ça suffit, c'est son air, c'est son air. Bah non, non, justement, le match à SummerSlam nous le prouve et tout ça, ce n'est plus son air depuis 2014, mi-2014, et on ne le voit plus dans les main events ou presque plus. Et là déjà, voilà, il y a rien à dire, ce n'est plus son air. Bref. Alors, bah tu as déjà dit pas mal de choses, donc je vais pas avoir grand chose à dire à propos de ce débat, moi. Je voudrais juste comparer un petit peu parce que enfin vous avez surnommé cette ère l'ère Cena, l'ère où Cena a dominé beaucoup de main events. Bah moi cette ère entre guillemets me fait beaucoup penser à la Hulkamania un petit peu.
L'ère également où Hulk Hogan a été très présent dans les main events durant une très longue période, donc c'est un petit peu la même chose que pour Cena. Et je pense que bah, vous demandez aux gens qui ont vécu cette ère, la Hulkamania, au temps voulu, quoi, dans les années 90, même avant les années 90 d'ailleurs, ils vont vous dire que pareil, c'était bien au début, mais à la fin, ils se sont lassés, ils en avaient marre de voir Hulk Hogan au top. Et je pense que là, avec Cena, c'est un peu la même chose. Il a été au top pendant une très longue période. Les gens aimaient bien au début. Vers la fin, là, ces dernières années, tout le monde commençait, enfin en tout cas une grande partie des smarts commençaient à avoir un ras-le-bol de Cena. Et c'est malheureux, bah, ce ras-le-bol et le fait de tout le temps le voir dans le main event, et bah, ça lui a mis beaucoup de haters à dos. Les gens commençaient à le détester justement parce qu'il avait une mise en avant trop importante. Et ça me fait vraiment penser à la situation de Hulk Hogan. Mais contrairement à lui, John Cena, lui, n'a jamais fait de heel turn. Donc malheureusement, c'est peut-être ce qui aurait pu un petit peu Ouais. mieux faire passer ce ras-le-bol du côté des fans. Un petit heel turn aurait provoqué un petit changement et voilà, les fans auraient peut-être apprécié, mais malheureusement ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Bref, tout ça pour dire que il a eu sa longue période de domination dans le main event et je pense que là c'est clairement terminé comme tu l'as dit. Il y a la nouvelle génération qui s'installe depuis le début de l'année 2015 et même depuis les années précédentes là. Mais clairement, Cena maintenant il semble donner le spotlight aux jeunes. Il a perdu sa rivalité clean face à AJ Styles. Voilà, premier signe. Il a mis en avant pas mal de jeunes, même s'il a ces dernières années, il a quand même face à Kevin Owens par exemple, il a gagné sa rivalité. Bref, mais en général, il a quand même réalisé de bons matchs. Il a bien mis en avant les jeunes. John Cena à l'heure actuelle, c'est pour vous dire, moi qui suis quelqu'un qui ne l'apprécie pas trop, il me dérange absolument pas à l'heure actuelle parce que tout simplement il n'est pas mis en avant. Donc c'est pas Puis trop il y est pas. répétitif quoi. En plus, il est pas là en ce moment, mais bon, bref, même s'il serait là, il me gênerait pas quoi. Quand il est dans le mid-card, enfin, pas le mid-card, quand il reste dans le top-card, mais quand il est pas pour le championnat majeur, ça me dérange pas quoi. C'est juste avoir bouffé du Cena pour le titre mondial pendant des années, des années, des années, où c'est toujours lui qu'on voit au top, sauf on a peut-être 4 mois de pause entre chaque règne. Bref, c'était vraiment toujours la même chose. Très répétitif, moi j'en avais marre. Et là, bah, depuis ces dernières années, Sina, moi ça me fait ni chaud ni froid de le voir maintenant parce que voilà, sa mise en avant a diminué. Un titre mineur à la rigueur s'il veut, et encore, ça m'énerve encore aussi parce qu'il faut quand même laisser la place aux jeunes. Je pense que maintenant son palmarès est assez gonflé. Il a plus besoin de soi. Comme tu l'as dit, Louis, voilà, qu'il batte le record de Ric Flair, bon, moi je suis pas forcément pour, mais bon, ça me dérangerait pas non plus au point. Voilà, s'il aurait un dernier règne, bah, qu'il l'obtienne et puis c'est tout, qu'il légalise le record de Ric Flair. Pourquoi pas, mais en espérant que ce soit pas un règne qui dure un an et demi, quoi, parce que voilà, quoi, il y a tellement, non mais il y a tellement de jeunes à mettre en avant qui attendent cette place pour être champion et qui le méritent, que voilà, Cena il en a déjà eu 15, enfin je veux dire, il a pas besoin d'un règne de 15 ans, quoi. Maintenant c'est bon, il faut qu'il passe le flambeau, et je pense que le petit John Cena est en train de le faire. Il a d'ailleurs envie de se consacrer beaucoup à d'autres projets du genre la télé-réalité, je crois qu'il veut créer sa propre télé-réalité ou un truc du genre, il veut se lancer dans la télévision. Il est beaucoup présent au cinéma également, donc je pense que sa carrière de catcheur vraiment va diminuer, il a envie de diminuer son rythme de match dans la semaine, d'alléger son emploi du temps, donc ça c'est une bonne chose aussi. Pour nous les fans, parce que bon on a tellement fait de John Cena que maintenant on en veut limite plus. Et pour lui également, pour sa santé, parce qu'il a tellement catché, et pour ça et on se doit de le respecter, il a catché limite 7 fois par semaine pendant des années. Donc voilà, ça force le respect quand même. Donc il a besoin de se reposer aussi, le Pépère Sina. Et pour finir, tu as dit, Louis, qu'on se rapprochait plus en ce moment dans l'ère un petit peu du Shield. Et ça, j'ai peur aussi, parce que moi, enfin, j'apprécie les membres du Shield, j'apprécie vraiment Rollins, j'apprécie Ambrose également, un peu moins Reigns, mais voilà, il me dérange pas non plus. Enfin, tant qu'il est pas trop mis en avant, ça va, il me dérange pas dans le mid-card. Mais encore une fois, le titre mondial a beaucoup tourné autour de ces trois membres depuis un bon moment, là, depuis un bon long moment. Que ce soit Ambrose du côté de SmackDown, là, ou Rollins du côté de Raw. Depuis que Rollins est revenu, il est toujours autour du titre mondial. Il l'a remporté à Money in the Bank pendant 15 secondes et malgré cela, malgré qu'il ait eu juste un règne de 15 secondes, il est quand même autour du titre depuis Extreme Rules. Donc ça prouve que le titre et les titres mondiaux tournent vraiment beaucoup autour du Shield depuis un long moment. Et j'espère que ça va changer parce qu'il faut quand même une rotation dans le Bah, roster.
Owen, c'est champion. Je Owen dis c'est ça champion, mais après. Rollins c'est challenger. Et c'est Et c'est vrai toujours. qu'il y a Reigns à côté aussi. Et voilà, et c'est toujours les mêmes challengers. Enfin, je veux dire, il y a tellement de membres dans le roster qui Le pourraient avoir problème, cette c'est que chance que. tu veux. Alors, juste comme ça, le problème, on pourra repartir sur le fait de base déjà que Baylor était champion de base. Et tu veux mettre qui à part Rollins et à part. Justement, enfin, je veux dire, là, il y a peut-être personne qui est prêt actuellement pour le main event, mais il y a tellement de catcheurs qui pourraient être forgés pour aller dans le main event, on pourrait les préparer avec des grandes rivalités. Je pense à Rousseff par exemple, qui là est pour le titre des Oui, États-Unis, mais ça pourrait être un main eventer. Est-ce que j'ai d'autres c'est vrai. exemples en tête là du côté de SmackDown, on a The Miz qui pourrait être Wyatt? main eventer, Wyatt du côté de SmackDown également. Du côté de Raw, j'ai pas de lutteurs qui me viennent en tête. Comme ça, vite fait. Sami Zayn, ça me paraît difficile, mais pourquoi pas? Je pense Ouais, que non. il, ouais, il a peut-être pas le potentiel pour être champion du monde. Enfin, il a le in-ring en tout cas, ça c'est une certitude. Mais voilà, est-ce qu'il serait capable de porter le visage de Raw sur ses épaules? J'ai du mal. Contrairement à Owens, vous voyez, je vois beaucoup plus Owens que Zayn. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tête aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a peut-être pas énormément de lutteurs qui sont prêts à affronter le main event maintenant, enfin en tout cas le titre majeur maintenant, mais il faut les préparer dans ce cas-là et pas toujours se reposer entre guillemets sur ses lauriers et mettre tout le temps les membres du Shield parce que là ça fait combien de temps qu'on se les coltine dans le main event pour le titre mondial, que ce soit en champion ou en challenger, ça fait de longs mois que c'est eux quoi. Donc maintenant il faut que ça tourne. Et il faut que ça tourne du côté des nouveaux quoi. Faut pas que ça tourne du côté de John Cena, faut pas que ça tourne du côté de Triple H, de Chris Jericho. Quoique Chris Jericho, voilà, il se met pas trop en avant lui dans les titres majeurs, donc Non, bah, ça me dérangerait pas. non. Mais voilà, je préférerais que ce soit les jeunes, les nouveaux talents, qu'ils se forgent vraiment un avenir sûr et qu'ils puissent avoir des matchs pour le titre mondial, quoi. Et qu'ils aient pas cette image de mid-carder à vie. Mais pour répondre à la question du débat, oui, c'est la fin de l'ère Sina. Je pense qu'on le verra encore une ou deux fois peut-être dans une rivalité pour un titre majeur, voire même plus du tout. Donc oui, on peut dire que c'est la fin de l'ère Sina. Puis on voit déjà qu'il se base déjà sur un côté un peu plus part-timer, hein. On le voit Oui, 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 qui réduit clairement. énormément. Sinon, bah, pour ma part, je pense qu'on s'est quasiment tout dit. John Cena, pour répondre directement à la question du débat, je pense que l'ère John Cena est réellement finie. Il pourra continuer pour une course au titre, et d'ailleurs, je pense que ça va être un de ses prochains runs. Je pense que ça va devenir une obsession pour lui de chasser ce 16e titre et battre le record de Ric Flair. Ça pourrait aisément faire une storyline dans laquelle il chasse réellement ce 16e titre parce que ce serait vraiment la preuve que c'est l'un des plus grands catcheurs au monde et il y a une vraie storyline à avoir derrière ça. Ils avaient commencé à la mettre en place l'été dernier contre Seth Rollins, mais ils l'ont abandonné là et j'espère pouvoir retrouver John Cena peut-être à SmackDown ou à Raw, plutôt à SmackDown, en train de chasser ce dernier titre, pourquoi pas avec AJ Styles s'il remporte ce dimanche, mais d'ici quelques temps, mais l'ère Cena est terminée. On retrouvera pas John Cena au top ou dans le main event pendant des mois et des mois et des mois comme il l'a été auparavant, avec tous les espoirs de la compagnie qui reposent sur ses épaules. Et la WWE fait de plus en plus confiance à ses autres talents et offre de moins en moins de grosses possibilités à John Cena. Certes, il a eu des gros matchs face à AJ Styles, notamment à SummerSlam, mais ils ont privilégié AJ Styles plutôt que John Cena parce qu'ils ont commencé à regarder le futur et ils ont dit ok, Cena commence vraiment à être mal en point. Il commence à chercher ce qu'il pourrait faire autre chose en dehors de la WWE. Ça pourrait être un bon part-timer dans le futur pour mettre des superstars en avant, mais je pense que son run de catcher en tant que catcher hebdomadaire est terminé et maintenant il va passer au part-timer. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pense de John Cena en ce moment. Je pense ça reste encore une très grande star, non seulement dans l'univers du catch, mais aussi à l'extérieur parce qu'il a énormément je sais pas comment on peut, aussi de la célébrité, il a énormément de célébrité à travers le monde.
et ils peuvent toujours l'utiliser, notamment pour mettre en avant d'autres superstars. Bon, hein, je pas d'autres choses à rajouter sur ce débat qui a déjà bien duré. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Ok, Ouais, ouais, grosse ouais. réponse. Non, non, mais oui, Oui. on a tout résumé, hein. C'est cool, on se sent soutenu, tu vois. Très 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 chaud pour répondre. Et du coup, bah, on passe au top 5 de la semaine. Et donc cette semaine, on se retrouve avec le top 5 de nos ceintures, de nos designs de ceintures favoris. Qui donc c'est vraiment le design, c'est les designs qui nous ont le plus marqué, qu'on a trouvé le plus beau. Ça reste toujours en rapport avec les récents titres qui sont apparus à la 2. Et donc on va commencer directement avec le numéro 5 de Louis. Vas-y. Alors, pour mon numéro 5, ça reste basique, mais c'est vrai que mon top 5 reste quand même assez basique. Pour mon numéro 5, j'ai mis le titre intercontinental actuel, voilà, en blanc, parce que je trouve que bah il était déjà à l'époque, mais sous une autre couleur. Là, ils nous l'avaient remis avec Cody Rhodes en blanc, et voilà, je le trouve juste magnifique. Il a la classe et il a de la gueule. Voilà, je l'ai mis dans mon top 5. Excel. Alors moi, mon top 5 va en étonner beaucoup, je pense. C'est un titre très très récent, je pense qu'on peut pas faire plus récent d'ailleurs. Il s'agit du titre par équipe du côté de SmackDown. Alors j'apprécie énormément la couleur argentée du titre. J'aimais déjà celui de base parce que je trouve qu'il est très détaillé ce titre. Il a beaucoup de gravures et il est vraiment très joli je trouve. Mais la version cuivre j'aime un petit peu moins. Je préfère vraiment cette version argentée avec en plus le cuir bleu marine là. Vraiment, l'argenté avec le bleu marine va vraiment très bien ensemble et j'adore. Voilà. Moi, en numéro 5, j'ai aussi choisi un titre par équipe. C'est qui est arrivé en 2009 quand ils ont unifié les titres. C'est celui que vous connaissez aujourd'hui qui est à Raw. Donc, le côté bronze, personnellement, pour les couleurs, j'aime vraiment le cuir noir simple avec une espèce de pièce en bronze. Comme l'a dit Axel, il est très détaillé. C'est quelque chose que j'aime vraiment sur ce titre. Il reste simple, mais il reste très reconnaissable. Et, euh, et, et c'est tout. Donc, Louis, numéro 4. Pour mon numéro 4, j'ai mis le World Heavyweight Championship actuel, celui de SmackDown, qui maintenant reste quand même une marque emblématique, on s'y est habitué, et moi je l'aime bien. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce titre, et il ne le change pas, et je trouve ça très bien. Voilà, j'ai mis dans mon top 4. Axel. Pour ma part, j'ai mis le titre intercontinental actuel parce que je trouve qu'il est très beau. J'aime beaucoup le cuir blanc et la forme de la ceinture en général. C'est un petit peu old school parce que c'est une ceinture qui est quand même très très connue de l'ancien temps. Elle a beaucoup changé de couleur durant ces dernières années. Et le cuir blanc, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Moi, en numéro 4, j'ai mis le titre des États-Unis de la WWE en ce moment, détenu par John Cena, Rousseff en ce moment. C'est un titre qui est basique, mais c'est quasiment le seul titre des États-Unis que j'ai connu. Il y en avait un autre du temps de la WCW et l'ancien titre des États-Unis. Il me semble que c'est un des titres qui est resté le plus longtemps avec le World Heavyweight et c'est un design très simple mais qui reste assez beau et qui reste gravé surtout dans les mémoires. Donc le titre USA en numéro 4. Pour mon numéro 3, j'ai mis le titre des Women's actuels, et je mets, en fait, quand je mets titre Women's, je le parle de Women's en général, aussi bien du Raw que de SmackDown, parce que voilà, le Raw est magnifique. J'ai mis du temps à m'y habituer aussi, mais finalement, je la trouve vraiment magnifique avec c'est le cuir blanc, et celle de SmackDown est aussi magnifique aussi avec le bleu au centre, où j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, les titres des Women's, voilà. Pour ma part, le top 3 va concerner le WWE Retador Spiner qu'a ramené Edge en 2006.
J'aime déjà bien le Spiner de John Cena, mais la version de Edge, enfin, ça va avec la rivalité en fait. C'est Edge qui crée sa nouvelle ceinture. Donc tout le monde était là en mode, ouah, qu'est-ce que ça va être cette nouvelle ceinture et tout. Et en fait, c'était vraiment une copie du Spiner de Cena avec simplement le logo de Edge en plein milieu à la place du W, Rated R. La ceinture est magnifique, la rivalité était également énorme. Ça fait un ensemble et j'aime vraiment beaucoup le design de cette ceinture. Euh, En numéro 3, moi j'ai mis le titre intercontinental, celui de nos jours, encore une fois. Celui qui a été ramené par Cody Rhodes, c'était un ancien titre qui avait été remplacé par l'espèce de ceinture, je sais pas comment dire, enfin ovale avec le monde au milieu. Euh, L'ancien design était sympa aussi, mais je préfère vraiment celui-ci, beaucoup plus de détails. C'est avec le cuir blanc qui était pas présent à l'époque quand Cody Rhodes l'a ramené. C'était la seule ceinture qui était vraiment différente des autres à ce niveau-là. Et, euh, et aujourd'hui, ça reste encore une des plus belles ceintures de la WWE. Pour mon numéro 2, j'ai mis le titre Tag Team actuel et peu importe l'un et l'autre, ils sont magnifiques. Voilà, le côté un peu gladiateur, ce qu'ils nous mettent sur le design, j'aime beaucoup. C'est mon petit côté histoire, fan d'histoire. Mais voilà, en tout cas, c'est qu'elle soit SmackDown Raw, les designs pour moi sont magnifiques, l'un que l'autre. Pour ma part, là je vais mettre beaucoup de personnes à dos, je pense. À la deuxième place, j'ai mis le titre universel. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le critiquent, qui Oh le là trouvent là là horrible. Comment? oh là 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 là. Ah non, vraiment, Arrête. je suis vraiment sérieux, hein. C'est pas un troll du tout. Il y en a beaucoup qui trouvent ce titre horrible, mais je pense que c'est surtout du fait que tout le monde s'attendait à un nouveau titre avec un tout Hmm. nouveau design. Tout le monde se disait, waouh, qu'est-ce que ça va être et tout. Et au final, c'était le même, mais avec une autre couleur. Et les gens se sont dit, oh, c'est quoi cette merde? C'est le même et pas, c'est la couleur qui change quoi. Et franchement, même s'il y a que la couleur qui change, il y a des petits détails qui changent également. Bah déjà, il y a le cuir rouge bordeaux là. Le cuir, je le trouve vraiment très beau. Ouais, c'est un peu plus rouge Ensuite, clair, hein. Oui. ouais, c'est ouais, un peu plus clair, mais ça reste quand même du rouge foncé. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et ensuite, bah, on a l'écriture aussi du Universal Champion qui change, qui est sur fond noir. Enfin bref, toute la ceinture en elle-même a vraiment un très beau rendu, je trouve. Que ce soit dans les mains de Finn Balor, dans les mains de Kevin Owens, je trouve cette ceinture vraiment magnifique. Et voilà, moi je suis pas déçu de cette ceinture. Et la preuve, puisqu'elle est dans mon top 2. Moi, en numéro 2, j'ai choisi un titre WWE aussi. C'est la Spinner Belt de John Cena de 2005. C'est le premier titre WWE que j'ai connu quand j'ai commencé le catch. Beaucoup la critique, et je comprends pas vraiment pourquoi. Pour moi, c'est vraiment un beau titre avec cet effet or, tous les espèces de diamants. Pas forcément le fait qu'elle tourne, mais vraiment le logo en plein centre. C'est la ceinture que je représente le plus facilement avec les catcheurs qui ont représenté mon enfance avec les John Cena, les Triple H, les Jeff Hardy, vraiment ceux que je me rappelle le plus, Randy Orton, etc. C'est le titre que tout le monde a tenu en main et c'était un très beau design. CM Punk, il a très bien porté aussi pendant son règne, qui a été l'avant-dernier à le porter. C'est pour moi le design qui reste le plus en mémoire quand je parle du titre WWE et c'est un de ceux que j'apprécie. Bah moi j'ai mis le même pour mon top 1. Voilà, j'ai mis le spinner parce que je l'ai depuis celui de 2005. À partir de 2005 où voilà, rien à dire. Moi j'ai vraiment adoré. C'est là aussi en plus j'ai commencé le catch. C'est à cette période avec ce titre. C'est vraiment là où j'ai des souvenirs avec les catcheurs qu'il avait gagné les uns les autres et voilà avec Edge et tout ça qu'il avait porté. Il y a beaucoup de monde qui l'a porté. N'empêche je suis là et il y avait un style vraiment bien et vraiment sympa. Voilà, j'ai adoré. Pour ma part, à la première place, j'ai mis le WWE World Heavyweight Championship parce que
On parle bien sûr de la version actuelle du côté de SmackDown, celle qui a été révélée lorsque Brock Lesnar est devenu champion au lendemain de SummerSlam 2014. Donc c'est la toute nouvelle ceinture avec le nouveau logo, la première ceinture avec le nouveau logo de la WWE. Et quand j'ai vu cette ceinture pour la première fois, donc c'est la première ceinture originale avant tous les dérivés qu'il y a eu pour le titre des Women's, le titre Universal, etc. Donc rien que pour ça, je dois la mettre à la première place parce que c'est une ceinture que je trouve magnifique. Les diamants, les plaques latérales qui se changent en fonction du catcheur. Donc fini la nameplate. Maintenant, on a des plaques latérales avec le logo de la superstar qui détient le titre. Bref, il y a beaucoup d'innovations autour de cette ceinture. La forme est très originale. Voilà, j'aime énormément cette ceinture. Eh bien, moi, je suis étonné d'avoir été le seul à la prendre. Pour moi, c'est la WWE World Championship, World Heavyweight Championship. Celle que vous avez probablement connue à SmackDown dans les belles années. C'est celle entièrement en or, Bah, l'espèce de remix c'est de la, la c'est la World WCW. Heavyweight alors du coup, c'est pas la WWE World Heavyweight. Oui, mais je dis WWE World Heavyweight parce qu'il y avait aussi une version, mais qui était de la WCW, et du coup, je précise. Ah oui, Mais d'accord, en oui. gros, oui, c'est là, vous connaissez probablement plus sous le nom de la World Heavyweight Championship. C'est une des ceintures qui a le plus d'histoire au sein de la WWE. Je sais pas, juste le design simpliste avec quand même beaucoup de détails, mais ce grand pavé en or très représentatif, c'était juste une ceinture classique pour laquelle on se battait, ça représentait vraiment le fait que c'est le prix ultime de ce pour quoi ils se battent. Et c'est une ceinture qui a été détenue par de grandes superstars. Bon, je compte pas le Great Khali dedans, c'est sûr, mais voilà, c'est en son bon temps, que ce soit à Raw ou à SmackDown, elle a eu de grands champions comme l'Undertaker, Mark Henry. Batista, pardon, mais elle a eu un très très bon run et déçu qu'elle ait repris sa retraite en 2013, 14, 13, 14, 14, pardon. Ah, j'ai du mal avec les dates. Non, Et personne n'est là pour t'aider donc. Ouais, personne te soutient. on peut compter sur personne aussi. Euh, Voilà, c'est sur cette leçon de morale qu'on va se laisser. Attends, non, on ne se laisse pas Je plus que sais. ça. On a encore la question des fans, question que vous nous avez posée sur Twitter et Facebook. On se retrouve tout. Et donc, cette semaine, deux questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. La première qui nous a été posée par Anthony sur Twitter. Triple H est-il mieux en face ou en heel? Donc, vos avis sur cette question. Alors moi je propose un Comment- truc. On va laisser répondre Guillaume à cette question. Je sais pas si tu es d'accord, Axel. Ouais, Comme bah oui, bien c'est sûr. Guillaume qui voulait cette question, on va te laisser répondre à celle-là. Personnellement, c'est une bonne question parce que Triple H a eu un très bon run en tant que face, mais aujourd'hui, si on prend Triple H aujourd'hui en tant que figure d'autorité, il est beaucoup mieux en heel. C'est vraiment la personne en tant que figure d'autorité, pour moi, tout ce qui est general manager, etc., c'est beaucoup mieux en tant que heel plutôt qu'en face. Et Triple H a très bien compris ça. Et depuis qu'il est à la tête de l'autorité, avec sa femme Stéphanie, il a eu un très très bon run en tant que heel, que ce soit avec sa rivalité avec Daniel Bryan, que ce soit sa rivalité contre le Shield. À chaque fois que tu le voyais, tant que c'était en dehors de la NXT, c'était quelqu'un vraiment que tu n'avais pas envie de voir et que tu pouvais facilement huer. C'était le top heel pendant très très longtemps avant que Seth Rollins ne commence vraiment son grand run en tant que champion du monde. Et même à cette époque-là, c'était Triple H qui faisait une bonne partie du boulot. Et pour moi, Triple H est meilleur en heel, en face. Ses qualités de face se reposent principalement sur le fait qu'il a eu une bonne carrière, une grande carrière, et qu'on peut le respecter pour ça. Mais en vraiment en heel, il gère beaucoup plus ce rôle. Vas-y, Louis, si tu veux. Ah non, je te laisse l'honneur à toi.
Bah merci. Moi, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire non plus. J'ai pas vraiment d'avis en fait sur Triple H. J'aime vraiment bien les deux attitudes de Triple H. Il n'y en a pas une qui me dérange en particulier. Le Triple H face, bah, je me souviens surtout d'un Triple H membre de la DX. En fait, Triple H dans la DX avec Shawn Michaels, c'est toujours des barres de rire quoi. Enfin, ils sont toujours très très drôles ensemble. Donc voilà, la Triple H en face évidemment, il me faisait marrer, je l'adorais. Et du côté heel, on a notamment des moments marquants dans l'histoire, notamment quand il trahit Shawn Michaels en 2002 lors de la réunion de la DX. Enfin voilà, il y a des moments comme ça où on apprécie également Triple H en heel, où on a vraiment envie de le détester quoi, parce qu'il brise des rêves quoi. La réunion de la DX c'était un truc de ouf à l'époque et là il venait vraiment casser le rêve du public. Et bah voilà, rien que pour ça, Triple H était également un bon heel, il sait se faire détester. Personnellement, si je devrais faire un choix, allez, je prendrais Face parce que voilà, je le préfère Face, mais en heel, il me dérange absolument pas non plus, hein. C'est vraiment pas, c'est vraiment très subjectif là. Bah moi j'ai vraiment pas grand chose à rajouter, voilà. Triple H, il face, c'est un des seuls, non, il fait partie des rares catcheurs à savoir aussi bien jouer les deux rôles. Et c'est vrai que le face, DX qui lui aide beaucoup avec Shawn Michaels, c'est quelque chose honnêtement de très marquant. Et à la fois en tant que heel, il sait vraiment bien faire son job. Peut-être que sous l'autorité, c'est un peu moins. Sous l'autorité, on pourrait dire heel, mais c'est très contradictoire quand même. Parce que là, il vient de trahir. Enfin, c'est très contradictoire, hein. C'est pareil, on n'a pas l'impression de savoir ce qu'il pense et ce qu'il est. Surtout actuellement, on sait pas dans quel côté il est. Mais c'est vrai que son côté heel qu'il avait en 2002 ou tout ça reste quand même un heel assez marquant. Et c'est voilà, c'est des moments comme ça où on a une Triple H. Je sais pas s'il avait fait un heel turn depuis après. Euh, à part, bien sûr, le heel turn sur Daniel Bryan en 2013. Je sais pas. Je pense pas. Mais bon, en tout cas, voilà, rien à dire. C'est un catcheur incroyable dans les deux rôles. Et juste ça. Et si je devais faire un choix, je dirais Face. Parce que c'est un boulot qu'il fait très bien. Mais il, comme disait Axel, ne me dérange pas du tout. D'accord, du coup, on va passer à la deuxième question de la semaine qui nous a été posée par Jean-Eudes sur les réseaux sociaux, qui nous demande où nous en sommes avec les chroniques. Est-ce que c'est plusieurs semaines que nous n'avons pas eu de chronique sur le podcast et du coup, nous voulions vous tenir au courant là-dessus. Du coup, bah, Axel ou Bah moi je vous laisse, c'est Victor, vous plutôt vous voulez? que ça concerne, donc je vous laisse Oh, ouais. parler. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des messages sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez me suivre, Rephrase69. Je vous en prie. J'ai eu des messages sur Twitter comme quoi on me disait. Enfin, j'en ai eu un sur Twitter, mais je sais plus où j'avais vu les autres, mais j'ai eu plusieurs messages en tout cas au total. Il me disait, ben, la chronique du podcast, ça devient quoi? On n'en voit plus ces temps-ci. Et c'est vrai, on ne voit plus les chroniques du podcast depuis quand même pas mal de temps. Il faut savoir quand même qu'on a le podcast quand même au niveau du groupe, au sein du groupe a quand même pas mal été très en rotation. C'est vrai que Melvin ne fait plus partie du podcast par manque de temps. Il est aussi beaucoup consacré au WWE Earn, donc on le voit pas beaucoup. Donc du coup, Melvin a préféré partir de lui-même, ce qui nous fait quand même un chroniqueur, quelqu'un qui nous fait du coup des chroniques du podcast en moins. On a essayé, bah Léo, honnêtement, ça a vraiment très occasionnel parce qu'apparemment, voilà, Léo sera là vraiment que occasionnellement, ce qui ne nous facilitera pas pour le terme de chronique. Et en plus, c'est vrai que bah, Guillaume et moi, on a du boulot aussi, on travaille, hein. On travaille, et c'est vrai que le temps de faire des chroniques prennent généralement beaucoup de temps et on s'en rend compte pas comme ça, hein, mais ça peut nous prendre plusieurs heures à faire une chronique. Trouver le sujet, trouver le contenu, tout ça, c'est pas simple. Surtout quand on a vraiment pas les idées, l'idée précise. Ça nous met beaucoup de temps pour faire quelque chose de vraiment bien travaillé, hein, je dis. Donc, il y en a qui arrivent beaucoup moins en moins de temps, mais bon, s'ils y arrivent, tant mieux. Mais en tout cas, je sais pas Guillaume, mais pour moi, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que trouver des idées chroniques, ça reste vraiment très dur. Et c'est vrai que là, on a vraiment un manque de temps. Donc, on a décidé que les chroniques se feraient sous une forme beaucoup plus occasionnelle, beaucoup plus facultative. J'essaierai, bon, je sais pas pour Guillaume, mais moi, j'essaierai quand même d'en faire
le plus souvent possible, minimum une fois par mois. C'est vraiment un gros minimum. Mais après, euh, on verra après ce qui va se passer dans la suite, comment ça va se dérouler. En termes de chronique, je parle, comment le système de chronique va dérouler. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va vraiment faire une sorte de, de break. De stand-by pour les chroniques où ça sera plus en pause. Moi, j'essaierai de faire un maximum chaque mois. C'est pas une promesse, attention. Voilà, il y a quand même, ça donne quand même pas mal de boulot. Et Guillaume, je sais pas. Vas-y. Pour ma part, j'essaie de faire des chroniques de temps en temps si vraiment il y a de quoi faire, si je trouve une idée dans ce qui se passe en ce moment sur la WWE ou autre. Et j'essaierai d'en faire de temps en temps, mais c'est vraiment pas une promesse. C'est s'il y a un truc qui dure moins de 5 minutes et que je peux faire assez rapidement, parce que moi aussi j'ai des cours à côté, je rentre en terminale. Ça, c'est le petit life hack, vous en foutez probablement. Mais voilà, il y a pas mal de boulot et du coup pour les chroniques, ça se connaît assez chaud. J'essaierai d'en faire de temps en temps, mais je ne promets rien. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, par contre, je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Vous pouvez partager vos idées de top 5, vos idées de débat, vos idées de, je sais pas. Vous pouvez vraiment essayer de partager le maximum de choses. Et par contre, j'ai une question. Vous n'hésitez pas à proposer un, un, je sais pas, un nouveau concept, un petit concept pour ajouter dans le podcast, peut-être complémenter la chronique. C'est comme vous voulez. Moi, je peut-être proposer. Voilà, je dis pas que c'est une promesse, mais pourquoi pas. Ce sera toujours des idées comme ça. Et voilà, c'est vrai que voilà, autant nous partager vos idées. Je pense que ça peut être bien. Après, voilà, moi, on vous promet rien. Mais écoutez, si c'est vraiment quelque chose de petit et court, voilà, qui remplace en quelque sorte la chronique, je pense que ça peut être pas mal. Après, je sais pas l'avis des autres Après, sur ça. je pense que le podcast est déjà Je assez sais, lu. justement, mais tu sais, il y en a Et beaucoup qui en ont jamais assez. je C'est voulais ça le aussi problème. vous demander, donc dites-nous dans les commentaires si vous préférez que le podcast soit un peu plus long, 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie, ou si vous désirez vraiment que ce soit un peu plus court, qu'on aille un peu plus vite, qu'on donne toujours nos avis, que le format reste le même, mais qu'à la limite on aille un peu plus vite, Voilà, qu'on enchaîne un notamment peu sur les plus. Moi, news où on met souvent plus d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Oui. personnellement, je trouve que le format actuel est vraiment très bien, hein. Le format C'est vrai, news, c'est vrai. débat top 5, question des fans, voilà. On arrive à tenir une petite émission qui dure entre 1h20, 1h30 en moyenne. Voilà, c'est pas très très long et les gens, je pense, apprécient. Donc on attend leur avis dans les commentaires. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter une rubrique pour remplacer la chronique. C'est vrai, mais quand on voit moi honnêtement, je reçois parfois des messages sur Twitter qui me disent qu'est-ce que c'est ça et pourquoi il n'y a plus les chroniques et tout ça. C'est vraiment un avis pur subjectif. Voilà, n'hésitez pas quoi, c'est toujours ça de prix. C'est surtout ce que je veux dire. Hmm. Et c'est là-dessus du coup qu'on va se quitter. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, à donner votre avis que ce soit pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez surtout pas à nous donner vos idées de top 5 pour la semaine prochaine et aussi vos questions. Personnellement, je fais tous les commentaires avant le podcast et j'y réponds très souvent. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Il y a Alex Excellent Garçon. Lui, ça c'est le Fred. Le fray, un peu d'anglais s'il te plaît. Ouais, le Fred. Et moi, c'est @Guillaume _ le et puis donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour le podcast numéro 36. Un mot de la fin? Euh... Au revoir. Très original. D'accord. Scotch. Lombert. Allez, Habana. Ciao. Bye. Bye.